Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons discuter du microbiote. Aujourd'hui, nous allons aborder une question cruciale qui est comment entretenir son microbiote et donc sa santé. En effet, notre microbiote intestinal est un allié santé de poids puisqu'une partie des effets bénéfiques de l'alimentation saine passerait par les effets sur le microbiote. Il faut vous imaginer que le microbiote intestinal est un monde peuplé de centaines de milliers de milliards de micro-organismes interagissant ensemble et aussi avec les cellules de votre intestin. On pourrait comparer cela un petit peu au fonctionnement d'un écosystème comme une forêt. Chaque organisme a son rôle à jouer et il est important qu'il y ait un équilibre entre tous ces organismes afin que l'écosystème soit sain et durable. Et il est donc très important de choyer son microbiote intestinal pour rester en bonne santé et éviter de développer des maladies. Et comme vous le verrez par la suite, dans cette vidéo, il n'y a rien de bien compliqué d'un point de vue alimentaire pour faire en sorte d'avoir un microbiote en bonne santé. Donc en première partie de la vidéo, on va commencer par définir ce qu'est le microbiote et pourquoi il est aussi important d'en prendre soin. On abordera entre autres les liens qu'il existe entre microbiote et maladies cardiovasculaires, entre microbiote et maladies neurodégénératives, entre microbiote et maladies cardiométaboliques, et on verra pourquoi le microbiote est si important dans l'émergence de toutes ces pathologies. Dans une deuxième partie de la vidéo, nous plongerons dans le monde fascinant de la recherche scientifique et nous identifierons quels aliments peuvent avoir une influence positive sur notre microbiote intestinal et quels sont les aliments qui peuvent avoir une influence négative. On redéfinira par la même occasion ce qu'est un prébiotique et ce qu'est un probiotique et je vous donnerai quelques conseils pour savoir les aliments qu'il faut privilégier dans votre assiette afin d'optimiser la santé de votre microbiote et donc votre santé corporelle. On terminera cette vidéo en parlant des pistes de recherche qui sont développées à l'heure actuelle pour traiter certaines pathologies, comme par exemple la greffe fécale, qui est très en vogue aux États-Unis, un petit peu moins en France, mais on verra ce qu'il en est. Et on parlera aussi d'un projet qu'on appelle le French Gut, qui vous permettra, si vous avez envie, de participer à la recherche sur le microbiote. Allez, on attaque avec la première partie de la vidéo, c'est quoi le microbiote? Le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes que nous hébergeons à travers notre tube digestif et on estime que ce microbiote pèse entre 2 et 3 kg. D'après les scientifiques, nous sommes composés de 10 fois plus de micro-organismes que de cellules humaines. Il faut bien vous dire ici qu'on est en train de parler de centaines de milliers de milliards de micro-organismes, un chiffre qui, je vous l'accorde, donne un peu le tournis. Dans cette pléiade de micro-organismes, on retrouve entre autres des bactéries, des champignons, des levures, des virus, des bactériophages et même certains parasites. Tous ces micro-organismes sont majoritairement localisés dans vos intestins et dans votre côlon, et on estime qu'il y a beaucoup plus de micro-organismes en partie basse du tube digestif qu'au niveau de l'estomac, puisque les scientifiques estiment qu'il y a 100 millions fois moins de micro-organismes au niveau de l'estomac. Pourquoi? Tout simplement parce que l'estomac sécrète de l'acide gastrique, et l'acide n'est pas propice à la vie microbienne. On sait depuis plus d'un siècle que notre tube digestif héberge une flore microbienne et que vraisemblablement celle-ci interagit avec les cellules de notre tube digestif en symbiose, mais les moyens techniques malheureusement de l'époque ne nous permettaient pas de bien comprendre le rôle du microbiote sur la santé. De nos jours, grâce aux progrès techniques, on comprend de mieux en mieux le rôle de ces germes, leur interaction, l'interaction avec nos cellules, notamment par exemple grâce aux techniques de séquençage à haut débit, grâce aux techniques de mise en culture de ces micro-organismes, et aussi grâce à certains modèles qu'on appelle des modèles axéniques, c'est-à-dire des modèles animaux qui sont dépourvus de micro-organismes. On sait que le microbiote participe à tout un tas de fonctions dans l'organisme. Il participe notamment à l'assimilation des nutriments, à la synthèse de vitamines, à l'absorption d'acides gras, de calcium, de magnésium et de plein d'autres fonctions. On sait aujourd'hui que chaque microbiote est unique et qu'à l'instar de l'empreinte digitale, le microbiote est propre à chaque individu. Même s'il existe une similitude entre les espèces microbiennes d'un point de vue qualitatif et quantitatif, chaque microbiote est unique. Vous vous demandez peut-être comment se constitue le microbiote intestinal au cours d'une vie. Tout va commencer à l'accouchement. En effet, il faut savoir que le fœtus ne possède pas de microbiote. En fait, son tube digestif est stérile. C'est seulement à la naissance, lors de l'accouchement, que l'enfant, au contact de la flore vaginale et fécale de la maman, va être exposé pour la première fois au monde des micro-organismes et être ensemencé par ces micro-organismes. La colonisation bactérienne va se faire graduellement
et le microbiote de l'enfant va évoluer au cours de sa vie, sous l'influence de la diversification alimentaire, sous l'influence de sa génétique, et aussi sous l'influence de son environnement, avec et ou les traitements médicamenteux qu'il aura reçus. Maintenant, vous vous posez certainement la question de pourquoi on discute du microbiote intestinal en lien avec certaines pathologies. Les scientifiques ont maintenant bien démontré que le microbiote pourrait être un élément clé dans la genèse de certaines maladies en faisant l'interface entre l'alimentation et la santé. En effet, il y a de plus en plus de littérature scientifique faisant état de dysbiose, c'est-à-dire d'un déséquilibre du microbiote ou encore d'un microbiote perturbé pour plein de pathologies différentes. Il existe par exemple des liens entre dysbiose et maladies métaboliques du foie, entre dysbiose et maladies cardiométaboliques, entre dysbiose et obésité, et entre dysbiose et diabète de type 2. On pourrait même aller plus loin puisqu'il y a d'autres articles qui montrent que la dysbiose pourrait être aussi un des éléments clés de certaines maladies neurodégénératives ou encore même de la dépression. Ici, il est important de noter que les évidences scientifiques sont quand même assez fortes, même si on ne comprend pas tout. Et il y a encore beaucoup de choses à comprendre, et il faut vous imaginer qu'on est en train d'étudier un monde à part entière. Un monde qu'on héberge dans notre tube digestif, mais qu'il est très compliqué de comprendre, puisqu'il y a des interactions entre les micro-organismes, il y a des interactions avec nos cellules de notre corps, notre système immunitaire, et tout combiné, c'est quand même quelque chose de très complexe à aborder. Alors pourquoi je vous ai dit qu'on a des évidences fortes scientifiques pour dire que le microbiote joue un rôle dans notre santé? Une expérience pour moi qui est assez marquante, c'est l'utilisation justement des modèles de souris que je vous expliquais au préalable, les souris qu'on appelle axéniques. Il faut savoir que ces souris sont élevées dans des enceintes stériles et elles n'ont pas de microbiote du tout. Autrement dit, ces souris n'ont aucun micro-organisme dans leur tube digestif. Et ce qui est super intéressant avec ce genre de modèle, c'est qu'on va pouvoir transférer le microbiote d'une souris malade et voir quel est l'impact de ce microbiote sur cette souris stérile. Donc en règle générale, on va prendre par exemple le microbiote d'une souris diabétique et on va voir ce que ça donne quand on l'implante dans une souris axénique. Les scientifiques ont fait exactement la même chose aussi avec des microbiotes de souris atteintes d'obésité implantés dans des souris saines axéniques et voir un petit peu ce qui se passe par la suite. Ce qui est très impressionnant, c'est que quand on implante par exemple le microbiote d'une souris atteinte d'obésité dans une souris axénique, cette souris axénique va alors développer très rapidement une prise de poids et va elle aussi par la suite souffrir d'obésité. Donc ce genre d'expérience est très utilisé en recherche et il a été démontré qu'on pouvait transférer certaines pathologies en transférant le microbiote. Maintenant que nous savons que le microbiote intestinal joue un rôle central sur notre santé, que nous disent les études scientifiques sur les aliments influençant positivement ou négativement notre microbiote intestinal? On attaque donc avec la deuxième partie de la vidéo et on va parler de prébiotiques et de probiotiques. Alors pour bien comprendre ce qui influence la bonne santé de notre microbiote, il va falloir commencer par définir les éléments pouvant agir sur son équilibre. Globalement, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que mange une bonne bactérie, c'est-à-dire quelle est la nourriture d'une gentille bactérie qui va contribuer à notre bonne santé. Ici, la réponse est très simple, puisqu'une bactérie gentille va consommer généralement des fibres alimentaires. Les fibres alimentaires sont des glucides indigestibles que nous retrouvons en grande quantité dans les fruits, les légumes et les céréales complètes. Et il faut savoir que les aliments d'origine animale ne contiennent pas de fibres alimentaires. Donc on parle ici de prébiotiques. Finalement, les prébiotiques sont des molécules dont se nourrissent nos bonnes bactéries qui résident dans notre intestin, et on les retrouve dans les aliments riches en fibres, les fruits, les légumes et les céréales complètes. Maintenant, autre élément pouvant avoir un effet positif sur notre microbiote intestinal, ce sont les probiotiques. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, une fois ingérés en quantité adéquate, vont apporter un bénéfice au fonctionnement de notre organisme. Il s'agit essentiellement de bactéries, comme par exemple les bifidobactéries, les lactobacilles, mais aussi certaines levures comme les Saccharomyces. Ces micro-organismes positifs sont naturellement présents dans les aliments fermentés, comme les yaourts, le kéfir ou encore la choucroute. Et il semblerait en fait que leur consommation peut contribuer à améliorer la composition de notre flore intestinale. Les pré et les probiotiques vont donc être intéressants à être consommés à travers l'alimentation afin d'optimiser l'équilibre de notre microbiote intestinal et donc par la même occasion bénéficier à notre santé. Arrêtons-nous 5 minutes sur la littérature scientifique détaillant les aliments favorisant une bonne santé de notre microbiote. La première étude que je vous présente est une revue systématique de la littérature schématisant les aliments ayant un effet positif sur le microbiote
et qui permettrait de lutter contre le diabète de type 2. Ce que nous allons voir maintenant est transférable pour lutter contre plein de pathologies. Premier groupe d'aliments que les scientifiques mettent en avant, c'est les aliments riches en fibres alimentaires, comme les fruits, les légumes et les céréales complètes. Globalement, les fibres vont avoir deux effets majeurs. Le premier effet, c'est de sélectionner des bactéries qui fabriquent des molécules qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, ce qui aurait un impact positif et permettrait de stimuler la production d'hormones digestives comme le PYY ou encore le GLP1. Le deuxième effet est aussi d'abaisser l'inflammation en limitant les bactéries qui produisent du sulfure d'hydrogène. Ces deux effets combinés auraient comme conséquence de lutter contre le diabète de type 2. Maintenant, deuxième groupe de nutriments mis en avant par les scientifiques, ce sont les aliments riches en polyphénols, comme les baies, les graines de lin, les myrtilles, le raisin ou même le café. Ces aliments riches en polyphénols sembleraient avoir un effet positif sur un type de bactéries spécifiques qu'on appelle Akkermansia, et ces bactéries ont la capacité de coloniser spécifiquement le mucus de notre tube digestif, et ces bactéries ont été très étudiées par le professeur Nathalie Delzen et le professeur Patrice Cani, dont je vous reparle à la fin de cette vidéo. Ces bactéries induisent aussi des effets majeurs positifs en limitant l'inflammation et en augmentant le GLP1 qui va contribuer à lutter encore une fois contre le diabète de type 2. Pour finir, troisième et dernier groupe de nutriments mis en avant par les scientifiques, ce sont les oméga 3, et donc les aliments riches en oméga 3 comme le poisson gras ou encore les noix. Les oméga 3 semblent avoir la capacité de sélectionner certains germes permettant d'avoir une synthèse plus importante d'acides gras à chaîne courte, ces fameuses molécules médiatrices de la bonne santé que produisent nos bactéries, mais aussi de limiter les bactéries qui vont sécréter plutôt des choses négatives comme les LPS, qui sont des lipopolysaccharides, qui ont plutôt tendance à favoriser l'inflammation. Donc si on limite les bactéries qui sécrètent ces LPS, on permet donc d'abaisser l'inflammation. Ici, il est important de garder en tête que les fibres alimentaires, les polyphénols ou encore les oméga 3 sont très présents dans une alimentation saine et équilibrée, puisque par exemple nous avons des recommandations qui vont dans ce sens. On pourrait parler des recommandations françaises qui est de consommer minimum 30 grammes de fibres par jour, ou encore les recommandations autour des oméga 3. D'ailleurs, ces trois groupes de nutriments reviennent très souvent dans mes vidéos, et notamment des petits trucs et astuces pour savoir dans quel aliment on les retrouve. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur une de ces vidéos, ce qui vous permettra de remettre de l'équilibre dans votre assiette, et donc d'avoir accès à certains aliments à favoriser pour agir sur votre microbiote et être en meilleure santé. C'est d'ailleurs pour toutes les raisons dont nous venons de parler que certains d'entre vous ont certainement déjà entendu parler de ce concept d'alimentation anti-inflammatoire et d'alimentation pro-inflammatoire. Ici, gardons tout de même en tête que l'alimentation anti-inflammatoire est juste une autre façon de dire alimentation saine et équilibrée. Mais c'est un petit peu plus sexy et un peu mieux marketé. En effet, quand on regarde ce qu'est une alimentation anti-inflammatoire, on s'aperçoit que c'est une alimentation riche en légumes et en fruits et en céréales complètes, donc ce qui fait écho à la recommandation pour votre santé, manger au moins 5 fruits et légumes par jour. On a aussi un apport modéré de poissons et de légumineuses, et plutôt une consommation faible de viande rouge. Donc ici, n'oubliez pas qu'on parle ni plus ni moins d'une alimentation méditerranéenne, c'est-à-dire d'une alimentation saine. Maintenant, comme vous le voyez, une alimentation pro-inflammatoire, c'est consommer beaucoup de produits sucrés, de sucre raffiné, de la viande rouge et processée, des boissons sucrées, et peu de légumes, peu de fruits et peu de céréales complètes. Dans cette revue, ils vont même un petit peu plus loin en mettant en avant les différents vecteurs possibles de l'inflammation à cause des aliments ultra transformés. Globalement, les aliments ultra transformés peuvent induire une inflammation par différents biais, soit en modifiant le microbiote et la perméabilité intestinale, soit à cause de leur qualité nutritionnelle souvent pauvre en fibres, en micronutriments et riches en graisses et en sucre, mais aussi à cause des polluants chimiques qu'on peut retrouver à l'intérieur, mais aussi à cause des édulcorants et des émulsifiants. Et on a eu récemment l'OMS qui a mis un warning sur les édulcorants et notamment l'aspartame, comme quoi ils seraient potentiellement cancérigènes. Ce genre de constat est retrouvé dans toutes les publications scientifiques. La consommation d'une alimentation équilibrée, c'est-à-dire riche en fibres, en phytonutriments comme les polyphénols et en oméga 3, semble avoir un effet positif sur notre microbiote et donc sur notre santé. Tandis qu'une alimentation style Western Diet, c'est-à-dire une alimentation riche en produits ultra transformés, en malbouffe, semble avoir un effet négatif sur notre microbiote, contribuant à une mauvaise barrière intestinale, à une inflammation
et donc au développement de maladies chroniques. Une revue qui m'a beaucoup plu et que je vous invite à lire si ça vous intéresse, c'est cet article publié dans le célèbre journal Nature Reviews Microbiology. Ils mettent en avant les effets positifs d'une alimentation équilibrée sous l'angle de son impact sur le microbiote. Mais ils parlent aussi de la fréquence à laquelle on va à la selle. Ici, les scientifiques mettent en avant que globalement une alimentation saine, riche en fruits et en légumes, permet d'aller à la selle une fois par jour, tandis qu'une alimentation riche en malbouffe a tendance à nous faire aller à la selle qu'une fois tous les 2 ou 3 jours. Et ce genre de phénomène, c'est un truc que moi je retrouve beaucoup en consultation quand je travaille avec un patient pour faire un rééquilibrage alimentaire, c'est que la fréquence des selles est drastiquement augmentée. Donc la fréquence des selles, hors pathologie, pourrait être un marqueur d'une alimentation saine, de façon un peu lointaine, mais en tout cas, ça peut être une piste à explorer. Parlons maintenant un peu des aliments fermentés, comme pouvant aussi être intéressants pour avoir un microbiote sain. L'étude que je vous présente rassemble les résultats de plein d'études contrôlées randomisées et met en avant que les produits fermentés, comme les produits laitiers fermentés, les légumes lacto-fermentés, ou encore le tempeh et le kéfir pourraient avoir des effets positifs sur le microbiote, en augmentant les bactéries gentilles et en diminuant les bactéries pathogènes. Comme vous l'aurez compris, l'alimentation saine permet d'avoir un bon microbiote et il faut donc consommer à la fois des pré- et des probiotiques pour s'assurer d'avoir un bon microbiote. Cela revient donc à avoir une alimentation riche en fruits, en légumes et en céréales complètes, en graines. Tout ça va favoriser du coup l'apport en fibres alimentaires. Au passage, on aura aussi accès aux polyphénols, puisque certains fruits et certains légumes sont riches en polyphénols, c'est le cas notamment de l'aubergine ou encore des myrtilles, et il nous faudra aussi un peu de produits fermentés, comme les légumes lacto-fermentés, les produits laitiers fermentés type yaourt, pour ensemencer notre microbiote avec de bons germes. Et enfin, consommer davantage de poissons gras et de graines riches en oméga 3, comme les sardines, le saumon, les graines de lin, les noix, semble aussi être bon pour notre santé intestinale, et notamment pour notre microbiote. On passe maintenant à la dernière partie de la vidéo qui porte sur les nouveaux outils développés en recherche afin de soigner certaines pathologies. Avez-vous déjà entendu parler de transplantation fécale? Alors, vous connaissez peut-être la transplantation rénale qui consiste à prélever le rein d'un donneur et de le greffer à une personne malade afin qu'elle puisse retrouver une fonction rénale normale. Et bien ici, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'au lieu de transplanter un organe, on va transplanter la flore intestinale d'un donneur à une personne atteinte d'une maladie. Autrement dit, on va prélever les selles d'une personne saine pour ensemencer l'intestin d'une personne malade. En pratique clinique, en France, la seule indication à la transplantation fécale, c'est l'infection liée à Clostridium difficile multirécidivante. Il faut savoir que cette maladie est la première cause de diarrhée nosocomiale en France et touche plusieurs dizaines de milliers de personnes tous les ans. D'après le professeur Harry Sokol, gastro-entérologue à la PHP de Paris, le plus difficile, c'est pas la transplantation en elle-même, puisque le geste clinique est en réalité assez simple. Mais ce qui est le plus complexe, c'est identifier un donneur sain et s'assurer qu'on ne transfère pas de germes pathogènes. Si ça vous intéresse de l'écouter, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Ce qui est top, c'est qu'il retrace l'évolution de cette technique, donc la transplantation fécale, depuis son utilisation au IVe siècle en médecine chinoise. En revanche, il insiste sur le fait que la transplantation fécale n'est pas à prendre à la légère, puisqu'il y a eu des cas, malheureusement, de décès aux États-Unis à cause du transfert de germes multirésistants. Il explique qu'il est pour l'instant illusoire de penser pouvoir transférer du microbiote fécal pour traiter des pathologies comme le diabète, l'obésité, car en fait la logistique qui est derrière est ultra complexe. Par contre, il ouvre quand même la porte de l'espoir en disant que chercher de nouveaux probiotiques de nouvelle génération pour pouvoir traiter ce genre de pathologie semble être un axe de recherche très important à développer. D'ailleurs, si vous voulez aider les scientifiques français à faire de grandes découvertes sur le microbiote, il y a actuellement un projet de recherche qui s'appelle le French Gut, qui recherche des volontaires actuellement pour envoyer des échantillons de selles afin d'étudier le microbiote des Français. Donc pour cela, rien de plus simple, vous allez sur le site lefrenchgut.fr, pareil, je vous mettrai le lien dans la description, vous avez juste à vous inscrire, vous allez remplir un questionnaire d'information, et après vous allez recevoir par la poste un kit qui va vous permettre de prélever vos selles, et vous aurez directement une petite enveloppe pré-timbrée à glisser à la poste pour envoyer vos échantillons de sel aux équipes de chercheurs.
En parlant de chercheurs, voici quelques scientifiques francophones que vous pourriez apprécier et qui œuvrent chaque jour afin de mieux comprendre le rôle de microbiote sur la santé. Vous pouvez par exemple écouter les présentations du professeur Nathalie Delzen ou encore du professeur Patrice Cany, qui sont deux scientifiques mondialement reconnus et qui travaillent à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Ils travaillent tous les deux sur le microbiote et notamment sur le germe dont je vous parlais tout à l'heure, Akkermansia, et ils font rayonner la Belgique à l'international de par leurs travaux. On pourrait en parler pendant 2 heures de leurs travaux tant ils sont passionnants, mais ce sera certainement pour une prochaine vidéo si ça vous dit. Autre scientifique de renom qui pourrait vous intéresser si le microbiote vous passionne, le professeur Karine Clément qui travaille à la PHP de Paris, ou encore le docteur Emmanuel Dumas qui travaille à l'université de Lille. Et on finit avec mes anciens mentors et collègues de Lyon, donc le docteur Hubert Vidal, le professeur Martine Laville, ainsi que le professeur Emmanuel Dys et le docteur Junial Nazar. Alors pourquoi je vous parle de ces scientifiques spécifiquement? Puisqu'ils ont récemment inauguré l'exposition sur le microbiote à la Cité internationale de la gastronomie de Lyon. Donc si vous êtes de passage sur Lyon ou si vous êtes de Lyon et ses alentours, n'hésitez pas à aller découvrir ce lieu mythique de la Cité gastronomique de Lyon et faire l'exposition sur le microbiote. Sachez qu'elle sera exposée jusqu'au 30 juin et elle est vraiment passionnante. Nous venons de dépasser la barre des 5000 abonnés et je vous remercie car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous ai promis un live pour fêter les 5000 abonnés, donc on va prévoir cela. Je vous avais mis un sondage pour trouver justement un créneau qui vous s'arrangerait le mieux et la majorité d'entre vous a voté pour le créneau du mardi de 20h à 21h. Je vous propose donc qu'on se retrouve le mardi 19 mars afin que vous me posiez les questions que vous avez envie. Certains d'entre vous ont d'ailleurs déjà joué le jeu et ont posé leurs questions dans les commentaires sur l'onglet communauté. Donc on commencera par répondre aux personnes qui ont déjà posé leurs questions, et après je prendrai les questions du chat. Ce sera une première pour moi, donc j'espère que vous serez nombreux. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. J'espère que vous en savez maintenant un petit peu plus sur le microbiote, et surtout comment faire pour entretenir votre microbiote. Pour celles et ceux qui veulent en apprendre plus sur les aliments intéressants, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite dans la vidéo qui s'affiche, le top 10 des aliments santé, et vous verrez tous les aliments qui sont intéressants à maximiser dans votre alimentation afin d'entretenir votre microbiote.